pour continuer à parler de la libération de Chassieux, comme malgré tout il y a un grand Chassieux, il était intéressant de faire venir les gens de la SADA, donc M. Pierre Moussouliol, le vice-président de la SADA, et qui est venu en force parce qu'il a un chef opérateur comme vous, c'est moi, et qu'il a amené M. André Devorny, Alain Devorny, puisqu'il y a un moyen qui a marqué ANORAE, l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace. Okay. Bon, alors mesdames, messieurs, je vais essayer d'être bref, si vous voulez. Voilà, fin de l'année dernière, fin décembre, notre association, l'Association des officiers de réserve de l'armée de l'air, déposait un dossier auprès de Madame la préfète du Rhône, via la direction de l'Office national des anciens combattants, pour obtenir le label des 80 ans de la libération. On a sur le thème l'armée de l'air dans la libération de la région Rhône-Alpes, de Lyon, de Bron surtout. Un groupe de travail a été constitué avec l'ANORA, nos collègues sous-officiers de l'armée de l'air et surtout la SLADA qui est la cheville ouvrière puisqu'ils ont énormément d'archives, de photos, de documents et des milliers de livres qu'on a pu consulter. Se sont ajoutés également les vieilles tiges, associations qui regroupent les anciens aviateurs civils et militaires, et le lycée La Favorite, qui a des sections aériennes, des sections de préparation militaire, des sections défense, qui est dans le 5e arrondissement, et le comité de liaison des anciens combattants du Rhône. L'exposition et la conférence ont vocation à être présentées dans différentes institutions civiles et militaires de la région. En fait, nous sommes aperçus depuis, j'ai fait 20 ans dans l'armée de l'air, 20 ans à la mairie de Lyon, qu'à chaque cérémonie de libération, de la fin de la guerre, et surtout de la libération, on oublie le rôle de l'armée de l'air dans la libération de notre pays. Alors, je tiens à remercier bien sûr Madame la préfète de nous avoir témoigné sa confiance et de nous avoir donné ce label. Je ne vais pas refaire l'historique de la création de l'armée de l'air, tu en parles, Pierre, hein? Oui, je parle tout en voilà. Voilà. En gros, on commence au 1er juillet 1943. Oui, c'était notre conférencier de ce matin. Voilà. Au 1er juillet 1943, où le général Bousca devient chef d'état-major général des forces aériennes de la France combattante, à savoir les forces françaises libres qui ont regagné l'Angleterre dès le début de la guerre, et d'autre part, toute l'armée de l'air qui était stationnée en Afrique. Le réarmement allié est subordonné à la création d'un commandement aérien indépendant, ce qui ne fait pas sans mal vu l'opposition de l'armée de terre et de la marine. Ce qui explique aussi que les différentes unités de l'armée de l'air restent sous commandement allié jusqu'à la fin 1944. Après avoir participé au combat de Tunisie contre Afrika Korps, et sur leurs avions de 40, les groupes français se voient dotés par les alliés d'avions usés déjà périmés. Spitfire Model 5, Curtiss P-40, P-39, Ratroba. Ils n'étaient plus en service dans les unités alliées et avaient été donnés aux Français. Les unités françaises sont affectées au Coastal Command, c'est-à-dire sont chargées de la protection des convois, la protection des ports et de récupérer éventuellement les équipages qui se sont abattus en mer. Pendant ce temps-là, les Américains assurent la formation des pilotes dans des écoles de pilotage aux États-Unis et créent des écoles d'application en Afrique du Nord. Ce passage temporaire sous commandement allié est nécessaire pour harmoniser les procédures d'emploi et pour l'adaptation au nouveau matériel américain nettement plus moderne. La fusion entre les forces françaises libres, forces aériennes françaises libres, et l'armée d'Afrique, qui a été pétainiste jusqu'au débarquement, ne s'est pas fait sans mal. À la veille du débarquement en Normandie, en Provence, les unités de l'armée de l'air française sont réparties entre les îles britanniques, où on retrouve les forces aériennes françaises libres, l'Alsace, l'Île-de-France et le Lorraine pour le débarquement. En fait, le général Vinlin, le patron des forces aériennes françaises libres, avait décidé, pour que ce soit plus clair à la BBC, de donner à chaque groupe de chasse au bombardement des FAFL un nom de province française.
commencer l'Alsace, la Lorraine, l'Île-de-France et le Normandie. On envoie aussi 2 escadrons de chasse et 2 escadrons de bombardiers des équipages qui étaient en Afrique du Nord. On rejoint l'Angleterre, mais en 1944 seulement. L'Afrique du Nord, puis la Corse, après la libération de la Corse et de la Sardaigne, celles-ci deviennent des porte-avions d'où décollent chasseurs, bombardiers, avions de repos pour survoler et bombarder l'Italie, puis la France. On n'oublie pas qu'en Union soviétique, on avait un groupe de chasse, le célèbre Normandie-Niemen, et diverses unités en Afrique équatoriale, occidentale, qui ont joué un rôle mineur, et surtout la protection des Allemands avaient encore quelques sous-marins. Après la libération de la métropole, des groupes de marche sont créés sur avions français et allemands qu'on remet en état. Ils opèrent sur les poches de l'Atlantique, encore occupées par les Allemands jusqu'à la fin de la guerre, et sur la bataille des Alpes, qui fera l'objet d'une conférence de la SLADA, jusqu'en 1945, où les Allemands étaient retranchés dans le massif allemand. Alpin. Oui, massif alpin, merci. Ce sont ces unités, groupes de chasse, groupes de bombardement, groupes de reconnaissance, ensuite Saint-Exupéry, issus de l'armée d'Afrique, équipés d'avions anglais et américains, qui participent aux campagnes de Corse, d'Italie et au débarquement de Provence. Sur 2000 appareils engagés dans le débarquement, dans l'opération Dragoon, 250 déjà abordent des cocardes tricolores sur les ailes françaises. La Provence libérée, les maraudeurs basés en Sardaigne et les Spitfire en Corse retournent bombarder le front italien. Seuls les P-47 qui sont en Thunderbolt, qui sont basés dans le nord de la Corse, disposent d'un rayon d'action suffisant pour poursuivre la retraite de la 19e armée allemande dans la vallée du Rhône. Cette dernière est anéantie dans la poche de Montélimar dans la dernière semaine d'août 1944 au prix de lourdes pertes dans les rangs des forces aériennes. Seule la 11e division Panzer, division d'élite, le général, l'un des meilleurs généraux allemands, avait envoyé voir si des officiers de son état-major comment ça se passait en Normandie. La 11e Panzer ne voyageait que de nuit. Le jour, ils étaient planqués dans les fermes, dans les villages, dans les villes. Ils coupaient tous les arbres qu'ils pouvaient pour mettre sur les chars, sur les camions, pour éviter qu'on les repère par avion. Quand ils sont passés à travers Lyon, ils sont passés par la rue des Marronniers, il n'y avait plus un seul marronnier debout, ils les ont tous coupés pour camoufler leurs chars. C'est la 11e Panzer qui a donc affronté dans la bataille de Montélimar les Américains qui arrivaient de Die, les résistants qui arrivaient tout autour de la région de Montélimar et l'aviation alliée, bien sûr, dans les airs. Cette 11e Panzer, nous la retrouvons passe Lyon, commence à partir par l'Allemagne et l'armée américaine, comme les résistants ont entièrement libéré Grenoble, la région grenobloise, l'Isère, les Américains arrivent beaucoup plus vite, arrivent les premiers à Meximieux et menacent de couper la retraite de l'armée allemande. Les Panzers font retour et on assiste à la bataille de Meximieux. Les Allemands reprennent le Meximieux et bloquent les Américains qui arrivent dans la plaine de l'Ain du côté de Grenoble. Notre région enfin libérée, les forces aériennes françaises et américaines atterrissent début septembre sur le terrain d'Ambérieux pour les chasseurs P-47 et à Bron pour les P-26 maraudeurs. À Satelas, piste en herbe à l'époque, des Spitfire de reconnaissance et des P-38 atterriront. De nouveaux groupes de chasse et de bombardement sont mis en place par les Américains au fur et à mesure. On avait 250 avions. En fin 1944, on en a 500 et on aura encore 200 de plus en 1945. Et ces différentes unités sont enfin regroupées dans le premier sous-commandement national. Elles quittent l'armée de l'air américaine pour intégrer le premier corps aérien français qui est chargé d'appuyer la première armée française du général Delattre. Elles s'envolent début janvier sur des bases de l'Est de la France, Luxeuil et Saint-Dizier, pour entrer dans la dernière phase de la guerre, la campagne d'Allemagne. La veille du 1er avril, la première armée s'apprête à franchir le Rhin. Elle est soutenue par le premier corps aérien français qui met en œuvre une centaine de Thunderbolt, une quarantaine de Spitfire, une douzaine de Mustang et bénéficie de la 11e brigade de bombardement de maraudeurs qui était stationnée à Bron puis à Saint-Dizier,
qui regroupe 6 groupes de V26 maraudeurs, ce qui fait une centaine de maraudeurs. Enfin, le 5 mai, les actions aériennes sont suspendues, la guerre est terminée. On va plutôt se concentrer sur le rôle de l'aviation française dans la libération du Sud-Est et de la région Rhône-Alpes en particulier. Et puis aussi, on va s'intéresser à ce qu'est devenu cette aviation sur le terrain même de Chassieux à partir de la fin de la guerre. On a un double but, donc de montrer le rôle de l'armée de l'air. On pense souvent aux troupes au sol, mais s'il n'y a pas eu de combat, comme l'a souligné notre ami Alain Devornik, s'il n'y a pas eu de combat à Lyon, c'est parce que les troupes allemandes avaient été sévèrement étrillées dans la vallée du Rhône et qu'elles n'avaient plus les moyens de se défendre dans Lyon. Et il y a une deuxième chose que nous voulons montrer, c'est que c'est une nouvelle armée de l'air qui va se manifester à partir du débarquement en Provence. Pourquoi une nouvelle armée de l'air? C'est parce qu'il en existait deux. Il y avait l'armée de l'air de Vichy et il y avait l'armée de l'air des forces françaises libres de De Gaulle. Et ces forces ont été antagonistes. Il y a même des moments où elles se sont battues l'une contre l'autre, en Syrie en particulier. Donc il a fallu réunifier ces deux armées de l'air, faire combattre ensemble des gens qui s'étaient opposés pour participer à la libération de la France. C'est ce qu'on a appelé l'amalgame. Donc il faut bien se rendre compte que cette libération de la France à partir des côtes de Provence a permis aussi à cette armée de l'air de former un tout unique et efficace. Voilà. Donc, brièvement, les étapes de la conférence. On va d'abord parler du débarquement en Provence, le 15 août, de la retraite allemande le long de la vallée du Rhône, de la libération de Lyon, de l'état des forces allemandes, de quoi elles se composaient, comment étaient organisés les alliés, en particulier, donc, on parle d'alliés parce que le commandement était américain, et puis ensuite on va décomposer le rôle de l'aviation. Hein. L'aviation, c'est d'abord la reconnaissance, aller voir ce qui se passe derrière les lignes ennemies, alors que ce soit près du front, que ce soit très en arrière du front, c'est la reconnaissance à l'horizon d'action. L'attaque au sol, c'est-à-dire l'attaque de tout ce qui est mobile, soit sur voie ferrée, soit sur route, les convois en particulier. Le bombardement moyen, lui, qui s'en prend aux cibles fixes, comme les ponts, comme les gares, comme les triages. Et puis alors, la réutilisation des bases lyonnaises, donc à quoi va servir la base de Bron-Chassieux. Je vais utiliser les deux appellations. Quelles traces cela a laissé dans les mémoires, les traces écrites, les traces sous forme de monuments. Et puis alors, on va s'offrir un petit moment esthétique avec les blasons qui ornaient les avions. Voilà. Donc la suite, première étape, le débarquement de Provence. Donc nous allons un petit peu rentrer dans le cadre géographique et historique. Donc le débarquement, il aura lieu le 9 novembre 1942 ici au Maroc. Voilà. Et c'est une fois que les Alliés, c'est surtout les Américains, auront investi l'Afrique du Nord, ils vont pouvoir conquérir l'Italie ici. L'Italie va servir de base avancée pour le débarquement. Vous voyez que les bateaux vont partir d'Oran, vont partir de Tarente, vont partir de cette partie de l'Italie, voire de la Corse, pour débarquer en Provence. Auparavant, il y a eu le débarquement en Normandie, ici, le 6 juin 1944. Puis nous allons voir sur d'autres cartes plus précises que ces deux forces vont se joindre ici pour prendre les Allemands, les empêcher de regagner l'Allemagne. Voilà. Donc, une date qu'on ne peut pas passer sous silence, la disparition de notre grand écrivain Antoine de Saint-Exupéry, qui participait à la lutte contre l'ennemi en étant pilote. On en parlera un peu plus loin. 15 août, c'est le débarquement, donc c'est la date qui va déclencher les éléments pour notre région. En même temps, libération de Paris le 25 août et celle de Lyon quelques jours après. Voilà. Donc le débarquement, on peut remarquer les différences entre les deux débarquements. En juin, il a fallu attendre plusieurs mois pour libérer Paris, et celui de Provence permettra la libération de Lyon en une quinzaine de jours.
La retraite allemande et les destructions. Donc, ici, voilà la carte du sud-est de la France, la côte ici. Enfin, la côte, elle est plus bas. La région Rhône-Alpes, la voilà. Ce qui nous intéresse, c'est sur le plan physique, une zone de montagne, les Alpes ici, une autre zone de montagne, le Massif central, au milieu, un couloir naturel, la vallée du Rhône. Donc, c'est tout naturellement que les Allemands qui ont débarqué en Provence, et que les Américains et les Français qui ont débarqué que les Allemands vont s'enfuir par ce couloir. Il va servir à récupérer les troupes qui étaient le long de la Côte d'Azur et les troupes qui étaient dans la région de Toulouse, qui vont donc toutes converger vers la vallée du Rhône. Voici en orangé toutes les zones de combat et en rouge les zones où ils ont été les plus forts. Voilà. Donc il y a même, ils se sont même étendus un petit peu dans certaines parties du Massif central, ici, et puis jusqu'à Saint-Étienne. Voilà. On se rapproche de Lyon. Les combats les plus forts ont lieu à Privas. Et puis ainsi, au nord de Lyon. Alors on va voir un petit peu pourquoi. On voit que les Allemands aussi se replient par les vallées alpines. Ils convergent sur Lyon. La bagarre n'aura pas lieu à Lyon. Les Américains arrivent par ici, côté des Alpes. Les Français arrivent plutôt de ce côté. Et tout le monde va contourner Lyon pour, ici, lutter contre les Allemands qui vont essayer de faire un petit peu un arrêt des troupes alliées. C'est la bataille de Meximieux. Et puis ici, à Anse, il y aura quelques combats quand les troupes françaises rejoignent les troupes allemandes. Donc Lyon est surtout contourné, d'autant plus qu'il n'y a pas le passage dans Lyon, puisque les Allemands ont fait sauter tous les ponts à l'exception d'un seul. Voyons les choses un peu plus près en région lyonnaise. Lyon est ici. Donc ici, première division blindée, ce sont les troupes françaises qui contournent Lyon par l'est. Division d'infanterie américaine qui contourne Lyon par l'ouest. Donc la contre-offensive allemande ici, en rouge, qui tente d'arrêter les Américains, ici, le long du Rhône, en particulier à Meximieux et à Pérouge. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la bataille de Meximieux. Et voilà, pour comprendre le plan des Alliés, les deux débarquements, le débarquement de Normandie, ici, le débarquement de Provence, la jonction qui se fait dans les environs de Dijon, le 11 septembre 1944. Donc une partie de l'armée allemande est faite prisonnière, une autre partie parvient à continuer pour rejoindre, pour des combats encore dans cette partie de la France, puis plus tard en Allemagne. Les Alliés avaient prévu d'empêcher au maximum les communications, la circulation des Allemands. Et le meilleur moyen, c'est de couper les ponts. Donc vous voyez en effet, les ponts sont coupés sur le Rhône. C'est ce qu'on appelait le plan Transportation. Voilà encore un autre pont coupé sur le Rhône. Alors non seulement les ponts sont coupés par le bombardement moyen, mais aussi les aérodromes. Ici, c'est celui de Valence. Voilà. Alors, ici, on voit le terrain et on voit les impacts de bombes. La photo a pourtant été prise un an et demi après. Voilà. Mais il reste toujours les traces des impacts de bombes. Alors, cette photo est très intéressante parce qu'elle a été prise sur le terrain de Valence, Chabeuil. Elle est intéressante parce qu'elle montre les planeurs ici et les avions remorqueurs ici. Alors, c'est les planeurs, on ne sait pas si c'est exactement, enfin, quand a été prise la photo, mais c'est de Valence que sont partis les planeurs qui ont plongé sur le Vercors. Oui. Voilà. Ils étaient partis de Valence. Là, voilà un petit peu qui était à disposition d'un terrain d'aviation, toujours sur une Valence. On voit qu'il y avait des batteries de DCA. Alors, batterie antiaérienne, c'est quand on voit un canon, comme ici. Des alvéoles pour le logement des avions. On va les retrouver, on en reparlera pour Chassieux. Des dépôts de munitions. Hein.
Hein, là où on voit les bombes. Et puis là, la radio Gogno, c'était pour guider les avions à l'atterrissage. Donc voilà comment était structuré un terrain d'aviation à ce moment-là. Voici les effets d'un bombardement. C'est celui du 15 août 1944 sur Bron. Voilà ce que ça donne vu du ciel. Alors ici, on reconnaît, pour se situer par rapport à l'aéroport de Bron, voici l'image du fort, ici, qui est boisé. Ici, cette zone, c'est l'école de santé actuellement, militaire. À l'époque, c'était les casernements et la cité administrative. Et puis ici, voilà, les hangars qui n'existent plus et qui sont alignés maintenant sur ce qu'on appelle le boulevard des droits de l'homme. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble un bombardement vu de haute altitude. Donc le bombardement, c'était un bombardement on appelle ça en tapis, c'est-à-dire que les bombardiers sont très hauts et déversent des bombes, pas à l'aveuglette, mais d'une manière régulière pour arroser une plus grande surface, mais ça en manque de précision. L'avantage, c'est qu'à haute altitude, on est à l'abri relativement de l'artillerie et de l'aviation adverse. On revient à l'image suivante. Voilà, après le bombardement, vous voyez tous les cratères, on retrouve les mêmes lieux. Le fort de Bron ici, la cité administrative se trouve par là, les hangars qui sont dans l'alignement de l'actuel boulevard des droits de l'homme. Vous voyez comme ce qu'il en reste, et enfin beaucoup de trous de bombes qui ont éclaté à côté. Voilà. Mais qui rendent quand même les pistes inutilisables. Voilà une autre vue du sol du terrain d'aviation de Bron-Chassieux. La vue est prise depuis un des hangars en béton. Ici, c'est la tour de contrôle de l'aérogare de 1930. Voilà. Donc c'est un petit peu, on retrouve les cratères de bombes. Bon, c'est ces cratères de bombes que devaient boucher les 129 personnes qui ont été exécutées au mois d'août. Ces prisonniers de Moluques avaient été emmenés pour boucher les trous et désamorcer les bombes. Et ensuite, les Allemands les ont mitraillés au fond des cratères. En les images suivantes. Et voilà ce qu'il est resté de l'aérogare civile de 1930. Et qui a été reconstruite après, et ce qui restait des hangars en béton construits dans les années 1925. Et on a encore retrouvé des bombes bien des décennies après, ici en 2013, à l'occasion de travaux, et bien on a retrouvé des bombes non désamorcées, non explosées. Voilà. Donc c'était en général des bombes de 250 ou 500 kilos. Alors ici, c'est l'armée allemande en retraite, dans une ville de la vallée du Rhône. Donc on reconnaît deux chars ici. Bon, ce sera des futures cibles pour l'aviation alliée ou pour les canons américains. Et voilà ce qu'il en reste après le passage des avions d'attaque au sol, les épaves de chaque côté de la route. Vous voyez les noms doivent vous dire quelque chose, à Cougourde. Ce sont des villes qui existent encore. Ici, on voit que les Allemands avaient utilisé de la traction hippomobile, roues en bois, cheval mort. On retrouve encore un cheval, voilà. Les Allemands ont utilisé tous les moyens qu'ils pouvaient pour retraiter. Donc toujours les mêmes images de destruction qui montrent bien l'ampleur des dégâts subis par les Allemands. Vous voyez ici un soldat américain. La première des tâches des Américains était de passer le bulldozer, on va le voir un peu plus loin, pour dévier les routes et pour passer eux-mêmes à leur tour. Voilà quelques-uns des véhicules qui ont été détruits. Toujours la traction hippomobile. Ici, c'est un canon sur voie ferrée. Et on le retrouve ici. Voilà. Alors, on a constitué la libération de Lyon.
D'abord, les Allemands s'en vont, ils retraitent sur les ponts encore intacts, et derrière eux, en une journée, ils ont fait sauter, je crois, 24 ponts. Voilà. Et les Américains et les Français prennent aussitôt leur place. Voilà le défilé sur la place Bellecour. Donc une image bien emblématique, le drapeau français, le drapeau américain, un soldat américain, une française, une Jeep américaine. Alors en quoi consistaient les forces allemandes? Déjà en avion, dans la région ils avaient des bombardiers à long rayon d'action. Ils ont servi à lutter contre les navires qui transportaient les troupes. Ils avaient des chasseurs pour lutter contre tous les avions alliés. Des appareils de reconnaissance à long rayon d'action, voilà, ils n'ont pas servi à grand chose. Reconnaissance tactique non plus. Surveillance côtière non plus, ils n'ont pas du tout empêché le débarquement. C'est surtout les chasseurs qui pouvaient constituer une menace pour l'aviation alliée et les troupes à l'avion. Ici, le Messerschmitt 109, le Volvo 190, un Messerschmitt 109 en cours de ravitaillement. Donc, c'est des avions qui existaient déjà depuis 1940, le début de la guerre, mais qui ont été constamment améliorés avec des moteurs plus puissants en particulier ou de l'armement plus puissant. Voilà, ce qui était le plus redoutable pour les appareils alliés, c'était l'artillerie anti-aérienne. En français, on dit anti-aérienne, en allemand, c'est la Flak. Voilà. Alors, soit contre les avions à basse altitude, c'est des mitrailleuses qui servent aussi au sol, calibre 7,5 mm, et plus puissant et plus dangereux, ce sont les quadritubes parce que ça apporte une très forte densité de balles, et puis en plus des balles bien plus grosses, 38 mm. Donc c'était une artillerie très efficace. Et plus gros pour tirer plus haut, le canon de 88 mm, un excellent canon pour les Allemands, voilà, qui est en différentes, soit sur des parties fixes, une batterie ici qui est en place dans la protection d'une position qui peut être un aérodrome. Et puis cette photo est intéressante parce qu'elle a été prise dans une rue de Lyon, je crois que c'est rue de la République ou à côté, voilà, qui montre une pièce de 88, mais sans doute détériorée et qui a été abandonnée sur place. Donc, quand consiste l'organisation, vous voyez, toutes les initiales sont en américain, hein, Mediterranean Allied Air Forces. Donc, les troupes françaises qui sont les unités françaises ici sont sous commandement américain, hein, que ce soit pour la reconnaissance, que ce soit pour toujours la reconnaissance. Et ça pour le bombardement. Voilà. Alors voilà, ce qu'on avait comme unité, on avait des unités pour la chasse, pour le bombardement et la reconnaissance. Bon, un groupe de chasse et une douzaine d'appareils. Voilà. Le bombardement aussi. Voilà. Donc on va voir un peu plus en détail quelles sont ces unités et surtout comment elles ont agi. Alors la reconnaissance. Ce qu'on nous représente ici, ce sont les rayons d'action, les distances que peuvent atteindre les appareils. Alors, au départ, ils partaient soit de Tunis, soit de Sardaigne, Alghero, soit de Corse, Borgo, soit d'Italie. Voilà. Et il était intéressant donc de pouvoir se poser en France, puisque ça rallongeait beaucoup le rayon d'action. Donc, quand on partait de la Corse ou de la Sardaigne, on arrivait ici. Quand on partait de Naples, ici, on arrivait ici, voilà. Donc l'intérêt, c'était d'avancer pour être au plus près des zones de combat. Et une fois qu'ils ont été à Lyon, eh bien, ils ont pu intervenir, enfin non, à Lyon plutôt, sur les aérodromes de Provence, le Luc, ils ont pu intervenir jusqu'au sud de l'Allemagne. Voilà, donc ça c'est pour la reconnaissance, la grande reconnaissance, c'est-à-dire celle qui va aussi loin que possible sur les arrières de l'ennemi. Les appareils utilisés pour la grande reconnaissance, ce sont les Lightning.
ce que les Allemands appelaient le diable à deux queues. Le Lightning, c'est un avion bimoteur, bidérive, avec des turbocompresseurs qui lui permettent d'aller très haut, 13 000 mètres, d'aller très loin, 4 000 km, et d'avoir une grande vitesse, voilà, près de 700 km/h. Et voilà une vue en gros plan d'un Lightning. Voilà. Ces avions n'étaient pas armés, pas de mitrailleuses, pas de canon. Ils comptaient sur leur seule vitesse pour échapper à l'ennemi. Mais la vitesse n'est pas suffisante parce que ces missions étaient très fatigantes. Donc, au retour de mission, les pilotes étaient des fois un petit peu endormis, mais ils n'avaient pas toutes leurs facultés. C'est peut-être ce qui explique la disparition de Saint-Exupéry. Voilà aussi, les mécaniciens travaillent sur un Lightning. Vous voyez que souvent les avions ont un surnom. Voici des prises d'air des turbocompresseurs. Et là, c'est le compartiment de l'appareil photo. Voilà. Et ici, vous avez l'insigne de l'escadrille de la H, qui a été reproduit ici. Toujours du travail sur un Lightning. Un avion, ça demande quelques heures de vol, ça demande beaucoup de temps de maintenance. Voilà, ici, le moteur, et on reconnaît cette partie circulaire, c'est le turbocompresseur. C'est-à-dire un appareil qui aspire au maximum d'air, qu'il compresse pour l'envoyer dans des carburateurs. Donc, et pour améliorer les performances. Voilà un terrain, ça c'est probablement en Italie. Donc, pour circuler sur un terrain, il y a de grandes distances à parcourir. On utilise des jeeps pour transporter des équipages. Voilà, et vous voyez ici, pour le ravitaillement en essence, les réservoirs cylindriques. Il est facile de faire rouler. Voilà, c'est leur intérêt. Et ce que l'on voit ici, c'est l'extrémité d'un réservoir supplémentaire. On en verra peut-être sur des avions un peu plus loin. Donc le travail, il faut préparer les missions, c'est le travail, il faut préparer les instruments, les réparer, il faut préparer les missions sur le papier. Et si ces deux personnes ont été citées, Gavoil et Leleu, les capitaines, c'est parce que ce sont des camarades de Saint-Exupéry et leur camaraderie remonte à 1940. Ils étaient déjà dans la même unité à cette époque-là. Et ils se sont retrouvés donc de 40 à 44 dans la même unité. Donc toujours ce fameux Lightning. Ici on distingue un réservoir supplémentaire qui permettait d'aller plus loin. Les pilotes équipés d'un blouson parce qu'en altitude il fait très froid. Et voilà, on ne peut pas ne pas parler du Lightning et de la reconnaissance du sud de la France sans évoquer le souvenir d'Antoine de Saint-Exupéry. Le voilà ici. Cette photo est réputée pour être la dernière qui a été prise de lui. Il est décédé le 31 juillet 1944. Voilà, les circonstances de son décès ne sont pas tout à fait élucidées non plus. Voilà, deux avions de reconnaissance. Alors sur ce cliché, on distingue bien la différence entre un Lightning ici, bidérive, bimoteur, et un autre avion de reconnaissance, le Lightning. Ici, on reconnaît son aile elliptique. Le Lightning au départ était un avion de chasse. C'est celui qui a été utilisé avec succès dans la bataille d'Angleterre. Et au fil de la guerre, on l'a utilisé pour la reconnaissance en haute altitude parce qu'on a misé sur sa vitesse. Voilà. Et puis, c'était tout de même un avion déclassé. C'est-à-dire qu'il n'était plus assez bon pour la chasse, du moins ce type-là, mais il était encore bon pour la reconnaissance. Et c'est pour ça un petit peu aussi qu'il a été remis aux Français. On n'avait pas toujours le bon matériel. Voilà. Les Alliés nous ont peut-être refilé des fois du matériel qui ne leur convenait pas. Bon, enfin, on ne pouvait pas faire la fine bouche à cette époque parce que quand on a repris le combat, nous n'avions plus rien. Les avions étaient usés, ils étaient démodés, donc on était bien content de reprendre le matériel américain. Mais ça a supposé de s'entraîner avec un nouveau matériel
avec de nouvelles tactiques. C'est ce qui a expliqué que il a fallu plus d'une année entre le débarquement en 1942 et le débarquement en Provence en 1944 pour reformer l'armée française, l'armée de l'air française. La reconnaissance alors à Corée en action, donc on va le voir, elle est effectuée par le Sea Lightning. Les Spitfire. Excuse-moi. Inversé. Voilà. Merci. Par les Spitfire, voilà. Donc voilà cet appareil. Donc vous avez la cocarde française ici, le bleu est au centre, et la cocarde britannique, le rouge est au centre. Voilà. Et on voit bien l'aile elliptique du Spitfire. Voilà. Donc pour rappeler ses performances, quand même 1500 chevaux, rayon d'action 760 km, plafond de 8 km. Voilà. Il avait quand même les moyens de se protéger. Voilà ce que pouvait être un terrain d'aviation. Alors ici, une cabane Nissan dans la forme semi-cylindrique. Voilà. Et puis les avions, on a construit des abris de fortune pour entretenir le moteur. L'attaque au sol. Alors, l'attaque au sol, on va passer aux appareils. Cette belle image résume un petit peu ce que c'est que l'attaque au sol. On voit ici un chasseur Thunderbolt qui est en quelque sorte au ras du sol, de chasseurs, et qui s'apprête à, on peut supposer, à bombarder, à strafer, c'est-à-dire à tirer des roquettes sur un aérodrome ennemi. Voilà. Donc on utilisait des avions issus de la chasse, mais très costauds, pour capables d'encaisser le tir depuis le sol, mais aussi capables d'emporter beaucoup de munitions, en général soit des roquettes, soit des bombes. Alors celui-là, il est désarmé. Mais voilà à nouveau le Thunderbolt. Alors celui-là, il y a deux types. Il y a ceux avec une verrière, les premiers, et puis le dos un petit peu en lame de couteau, le Razorback. Donc la photo a été prise en Corse. Ça permet de voir ce qui était transporté, les bombes. Voilà, les chargements de bombes en attente d'être mis en place. Toujours le même. Alors l'intérêt de cette photo, c'est qu'elle a été prise en Ambérieux, donc on est un petit peu devancé les événements. On verra un peu pourquoi il était Ambérieux. Ici, alors, on trouve le cockpit en goutte d'eau, ce qui permet d'avoir une vision de tous les côtés. Et ici, un réservoir qui permet d'augmenter le rayon d'action. Toujours ici, on est à Bron, toujours nos P-47. On voit ici, alors difficile de distinguer, non, c'est plutôt le réservoir ventral qui traîne presque au sol, les réservoirs supplémentaires. Voilà, ils sont au décollage du terrain de Bron. Bon, c'est un avion qui était très puissant, 2300 chevaux pour un monomoteur, c'est beaucoup. Un peu lourd, 4 tonnes et demie. Le bombardement moyen. Donc, le bombardement moyen, donc, c'est effectué par des bimoteurs. Donc, le bimoteur qui a été utilisé par les forces françaises, c'est le Marauder. C'était un avion donc moderne. En voici plusieurs modèles. Vous voyez donc, ils sont tous identifiés de manière différente selon les groupes auxquels ils appartiennent. Mais on retrouve toujours la cocarde sur le soulage ou sur la dérive. Voilà. Du camouflage sur la partie supérieure. On voit aussi les postes de tir, dorsales, en avant, en arrière. Des plans 3 vues, donc on retrouve les mêmes choses, les postes de tir. Le Marauder était un véritable camion à bombe, c'était ça son intérêt. Donc sur cette image un peu saisissante, on le voit en train de larguer ses bombes. L'écorché qui montre comment était fait l'avion. Alors vous voyez ici l'emplacement des bombes dans le centre de gravité, ce qui fait que, au centre de gravité, ce qui fait que quand les bombes étaient larguées, il n'y avait pas de... L'appareil gardait son assiette. Il ne penchait pas en avant ou en arrière. Voilà. On retrouve le poste de tir en haut supérieur, le poste de tir arrière, le poste de tir ici. Voilà un maraudeur qui reçoit son chargement de bombe.
Voilà ce que ça peut être un tapis de bombe à petite échelle. Ici, il n'y a que 2 appareils. Mais imaginez quand le bombardement de Lyon, je crois qu'il y en avait plusieurs dizaines. Une escadre, ça faisait 3 fois 12, en fait 3 fois 15 avions, parce qu'en tout cas ça fait 45, 55 avions, il y avait 2 escadres, il y avait une centaine de maraudeurs français. Voilà, donc, Ah bon, voilà. Ouais. Plus les avions américains. Là, il semble que l'objectif soit un pont sur cette rivière. Ici, donc là aussi, apparemment c'est sur une rivière. Bon voilà, c'était pour montrer que les maraudeurs ont passé à Bron, ont subi les rigueurs de l'hiver. Voilà, la neige est au sol. Et les rigueurs de l'hiver, c'est surtout pour les équipages et les armuriers qui travaillaient dehors. Pour avoir un ordre d'idée, ils sont arrivés à Bron, ils ont pris les opérations en novembre, hein, c'est bien ça, Pierre. Ouais. Et puis jusqu'en début 45, ils sont partis à Saint-Dizier. Mais les conditions météo étaient telles que, autant quand ils étaient basés en Corse, qu'ils allaient bombarder l'Italie, le sud de la France, tous les jours ils faisaient des bombardements. À partir de novembre, les conditions météo étaient telles que généralement c'était 2 missions par semaine qui avaient lieu. Les autres étaient annulées la plupart du temps pour conditions météo. Des fois, les avions étaient chargés de bombes au dernier moment, quelqu'un courait pour leur dire ne décollez pas, les conditions météo ne permettent pas sur l'objectif de voir où on n'avait pas lancé des bombes sur des Français. Et même certains en mission sont partis, mais arrivés sur l'objectif, on ne voyait plus rien, ils sont rentrés sur Bron avec leurs bombes. Voilà. Les conditions ont fait que entre la première partie, le débarquement, les bombardements d'Italie, c'était l'été, le printemps, là on est en période d'hiver. Voilà, bon, juste pour vous montrer, on en parlera plus loin, les décorations sur le nez d'un appareil. Ici, donc, c'est le Franche-Comté, on verra pourquoi. Il y a ce genre d'appellation. Nous en parlerons plus loin. Donc, cette fois, une décoration du groupe Maroc. Donc, c'est un dragon ailé. Et puis, le nombre d'émissions qui figure ici. Voilà. Vous avez vu un gros plan sur le poste de tir avant, ici. Voilà ce qui arrive dans la vie d'un avion. Celui-là est sur le gésier, c'est une expression de l'aéronautique pour désigner un avion qui atterrit sur le ventre. Voilà. Alors, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est suite à un tir? On ne sait pas trop. Bon, je ne sais pas précisément. Vous voyez ici, ça permet de voir la cocarde française qui a été inscrite par-dessus l'étoile américaine qui était marquée par une bande blanche de chaque côté. Donc ça peut être plus grave, ici le maraudeur perd un de ses moteurs, et encore plus grave, eh bien, l'appareil a été coupé en deux, par la FLAC, l'artillerie allemande. Donc je vous laisse en fait, il y a donc une partie de l'équipage a atterri en France, l'autre partie en Allemagne, certains sont morts, d'autres ont été faits prisonniers. Alors voilà, les risques que couraient les équipages de ces bombardiers, des maraudeurs. Alors Vaudromanier, c'est le nom d'un cépage, enfin d'une appellation de Bourgogne. Hein. Voilà. Chacun on avait beaucoup utilisé les appellations des régions et pour la Bourgogne. Donc, ils se sont spécialisés dans les vins. Le bilan des maraudeurs qui était basé à Lyon, parce que donc ça c'est des sorties qu'ils ont effectuées après la guerre, on comprendra un petit peu mieux pourquoi à la suite. 4884 sorties, 270 missions, 26 000 heures de vol, 14 appareils perdus, 100 morts, victoire aérienne, c'est quand des chasseurs attaquaient les maraudeurs, ceux-ci se défendaient avec leurs mitrailleuses de bord. J'ai fait un petit tableau des performances comparées des appareils qui ont utilisé, donc le Spitfire pour la réco, le Lightning pour la reconnaissance, le Thunderbolt pour l'attaque au sol, le maraudeur, et puis on va parler du Libérateur parce qu'on va en parler un peu plus loin. Donc vous voyez les puissances, 1500 chevaux, Lightning, deux fois on arrive à 2500,
Le Thunderbolt, une puissance énorme pour un seul moteur. Le Marauder avait 2 moteurs. Et le Liberator, il en fallait 4, on verra. Quel usage on en a fait? Bon, les vitesses, le Lightning surclasse tout le monde, 700 km/h. Il surclasse tout le monde en altitude, 13 400. Et même en rayon d'action, voilà. Mais en charge utile, donc c'est le Liberator et on verra quel usage on en a fait. Donc, l'avantage de ces avions, c'était qu'ils nécessitaient un faible équipage, voilà, sauf le Marauder et le Liberator. On vient de voir la campagne, dans quelles conditions a été défaite l'armée allemande par la voie aérienne. On va s'occuper maintenant que Lyon a été conquis. Ce qui intéressait les Alliés, c'est la ville de Lyon, mais aussi la base aérienne de Bron-Chassieux, qui était très importante pour eux, puisqu'elle leur permettait de se rapprocher de l'ennemi. Voilà. Alors, la première utilisation que les Alliés ont fait de Bron, c'est de faire atterrir ces Liberators. Le Liberator, au départ, était un bombardier. Donc, c'est une grosse capacité de charge utile. Et là, il est utilisé pour transporter des fûts d'essence. La guerre nécessite beaucoup de moyens logistiques, en particulier du carburant. Et pour ravitailler les troupes alliées qui poursuivaient les Allemands au nord de Lyon, il fallait du carburant. C'était le rôle de ces Liberators, utilisés en grand nombre. Voilà, un alignement de Libérateurs sur les pistes de Bron. Et ça, immédiatement après la libération du terrain. Parce qu'il fallait d'urgence alimenter les troupes. Dans d'autres conditions, les Alliés avaient construit des pipelines pour, je crois qu'il y en a eu un dans la vallée du Rhône, pour alimenter en carburant leurs véhicules. Et que pour le débarquement de Normandie, c'était plutôt une denrée de camions qui acheminait le carburant vers le front. 3 tonnes 6 à 640 km de distance. Voilà, c'était l'usage qui a été fait de ces bombardiers, au moins pendant un certain temps. Ils partaient d'Italie, ici dans la région de Foggia, voilà, le sud de la Botte, traversaient la Méditerranée, remontaient la vallée du Rhône et atterrissaient à Bron. Voilà, donc cette denrée a duré quand même pas mal de temps. Voilà, alors voilà à quoi ressemblait le terrain de Bron-Chassieux à la Libération. On va essayer de se retrouver un petit peu. Ici, c'est la route de Grenoble, Lyon est là. Là, c'est à nouveau le fort de Bron, c'est un bon repère. Là, c'est ce qu'on appelle la poste aux chevaux, ce coin-là. Chassieux est ici. La ville de Bron, elle est là, avec le carrefour des 7 chemins ici. Ici, ben, c'est l'emplacement où il y avait l'aérogare de 1930. En gros, maintenant, c'est l'emplacement de Castorama. Ici, c'est la rangée de hangars en béton, et maintenant, c'est le boulevard des droits de l'homme. Ici, c'est la piste qui a été construite en 1941, donc sous Vichy, qui a été prolongée par les Allemands ici, qui sera prolongée par les Américains ici, et qui sera prolongée un peu plus tard, là, pour permettre les vols commerciaux, et ce qui obligera à faire un détournement de la nationale, à cet endroit-là. Voilà. Et ici, nous sommes à Chassieux. À quoi sert et alors on retrouve des installations, cette ligne droite et ces petits carrés, ce sont des aires de stationnement pour les avions. Voilà. Alors ce sont les aires de stationnement pour les Alliés. Nous verrons que la méthode est différente de celle des Allemands, on va le voir un peu plus loin. Les Alliés peuvent se permettre d'utiliser les lignes droites, parce que la menace aérienne allemande est devenue pratiquement inexistante. Voilà. Par contre, les Allemands ont une autre technique, on va la voir. C'est un gros plan, on retrouve les installations alliées ici, et ici les installations allemandes. Nous sommes sur la commune de Chassieux, maintenant ici c'est la zone industrielle. Ici c'est plutôt la zone commerciale sur la nationale, par là. Et vous voyez tout ça, ce sont des abris pour les avions allemands. Les Allemands avaient dispersé leurs avions
un peu au hasard, dans ces alvéoles. En voici une, en voilà d'autres, en forme de U, et certaines étaient recouvertes de toits de forme semi-cylindrique. On les retrouve sur ce schéma. Donc ici l'organisation des Alliés, et ici l'organisation des Allemands. Voilà. Chassieux est là. Et voilà un gros plan sur ces alvéoles. Voilà quand une alvéole était terminée, à quoi elle ressemblait. La couverture, ici, probablement en bois, parce que c'était un matériau facile à se procurer, peu coûteux. Le support d'une porte et les murs en béton, ici et là. Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il n'en reste plus qu'une, il y en a sur la quinzaine qui existait. La voilà, en forme de U, on la retrouve ici, la zone industrielle. Et ici, un passage, ça permettait au tracteur qui amenait l'avion à l'intérieur de l'alvéole de passer et de sortir. Et alors, ce qu'il en reste aujourd'hui, sous cet angle qui a été pris par notre ami Morgane ici, qui a fait l'escalade du mur, il y a quand même 3 mètres. J'ai risqué ma vie. Qui s'est risqué, voilà, pour faire cette jolie photo au milieu du champ de colza. Ça représente la moitié de l'alvéole. Voilà. Donc, ça serait dommage qu'elle disparaisse. Voilà, ça une. Hein. Seulement les avions s'installent à Chassieux ou dans la région, mais aussi tout le personnel qui va avec. Donc les Américains s'installent non seulement à Bron-Chassieux, mais aussi il y avait un terrain à Loyette. Donc ils s'installent à Loyette et s'installent aussi à Ambérieux. Voilà. Il fallait 3 terrains trois bases pour pouvoir continuer les opérations, soit en Alsace, soit en Allemagne. Donc à Loyette, à Ambérieux, à Bron-Chassieux, il y avait donc des équipages français et américains. À Bron, on avait les pistes en dur, tandis qu'en Berrieux, c'était encore des pistes en herbe renforcées par des plaques métalliques. Donc, quand il avait plus neigé par mauvais temps, les chasseurs bombardiers ne pouvaient pas décoller dans Berrieux à pleine charge. Ils décollaient avec leur armement, ils se posaient à Bron pour faire le plein d'essence et ils repartaient sur l'Alsace-Allemagne parce qu'ils s'enfonçaient dans la terre. Et à Bron, ça s'est pas fait tout de suite. Les premiers bombardements ont pu avoir lieu avec certains bombardiers seulement parce que la piste n'était pas terminée. Elle a été faite en novembre, complétée. Parce que les premiers maraudeurs partaient seulement à moitié charge de bombes. Ils l'ont prolongé avec des plaques PSP, des plaques d'acier perforé, en attendant de mettre du béton. Donc voilà l'arrivée des Américains dans un petit village de la vallée de l'Ain. Donc on peut supposer qu'à Chassieux, c'était le même spectacle qui s'est produit. Donc avec camion, half-track. Et voici ici, c'est à Saint-Priest, l'arrivée des Américains avec leur matériel. Ici, ce sont des canons anti-aériens. Voilà. Oui, les réservoirs, les boîtes d'approvisionnement. Ceux qui ont connu la 12-7, le calibre 12-7 qui était utilisé sur la half-track. On a même utilisé, les a utilisés en Algérie. On en avait encore sur les bases aériennes. Il y a, c'est un peu vieux, dans les années 80, on a ferraillé les derniers. Ouais. Qui dit présence militaire, et là, ici, il s'agit de celle des Alliés. Nous sommes à Mézieux. Donc je suis resté dans la région de Chassieux. Quand qui dit militaire dit prise d'armes, voilà, donc sur la place du village, sur la place de Mézieux. On pourrait pouvoir reconnaître l'endroit maintenant, je sais pas trop. C'est la place de l'ancienne mairie, ça. Oui, c'est ce que je pense. C'est la salle des fêtes. Ouais. Donc une prise d'armes au pied du mât des couleurs, voilà, avec la musique, un défilé, Oui. c'est inévitable, toujours dans les rues de Mézieux. Des moments agréables, les militaires sont récompensés avec des petits cadeaux, donc ça se passe au château de Genasse. Peut-être que c'est à Noël. Et puis cette image que j'ai trouvée un petit peu émouvante, donc j'ai pris dans l'exposition. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. Ouais. Donc on voit ces jeunes filles en compagnie d'un GI,
lui aussi bien jeune, américain. Voilà. La photo Donc, est c'est une prise- image souriante après des moments difficiles. la photo est prise le 3 septembre. Il a été libéré le 3 septembre. C'est une prise d'armes au monument aux morts. Et ces gens-là sont en l'emplacement du nouvel monument aux morts. Ils sont partenaires. Actuellement, le monument aux morts est sous leurs pieds. Et le monument aux morts pour la prise d'armes de 44 était juste à droite de la mairie actuelle, juste devant la mairie. Quelques faits, je vous apprends rien parce que tout est déjà dit dans l'exposition. Quelques 4 faits septembre, divers, on appellerait ça un fait divers. Il y a marqué le 4 septembre, et pendant très longtemps, on a Commémorer le 4. commémoré le 4 et on a fait passer le 4 alors que c'est le 2. Ah, Et les écrits le prouvent, les écrits du comité de libération de Chassieux, c'est bien le 2 septembre 2 septembre. qu'on a vu passer les Américains et que tout ce qui est raconté derrière se passe. bon, Et pas le 4. Mais alors j'efface là. mais sur- Voilà, lisez le 2. sur nos monuments dans le square de la Libération, il y a pendant longtemps eu marqué 4 septembre. Ah oui. Ah, Et monsieur pour Gabriel personnes Bateau, qui ont perdu enfin, leur vie à cette occasion-là, voilà. voilà, ou un incident, donc effectivement les Allemands raflaient tout ce qui pouvait permettre de se déplacer, hein, les vélos, les poussettes de bébés, voilà, tout ça pour Voilà. retraiter le plus rapidement possible. Et maintenant on a beaucoup d'avenues qui s'appellent Franklin Roosevelt, effectivement. Nous, c'est place. Hein? Nous, c'est pas une avenue, c'est une place. C'est une Ça place. tronque, ça s'appelle avenue. Alors quand il y a des événements comme ça qui ont fait des destructions, des morts surtout, eh bien, il reste une trace. La première trace qui reste, eh bien, c'est qu'on recense les disparitions, les décès, les accidents, les crashs. Voilà, donc les unités d'aviation Là, ont on a réalisé que les Français ici. hein, Dans la vallée du Rhône, on a 49 stèles de la vallée du Rhône quand on compte les Alliés, avec les bombardiers alliés qui sont britanniques, américains, qui sont revenus, qui ont été abattus, qui ont été endommagés. C'est 49 stèles sur toute la vallée du Rhône. Une association qui s'occupe de les répertorier, d'installer des stèles et tout, l'ARSA. Donc voilà, c'est le musée de Montélimar, ils m'ont dit toute la vallée du Rhône, de Lyon jusqu'à la Méditerranée, c'est 49 stèles. Donc ça, c'est la trace écrite de tous les crashs qui ont eu lieu, hein, relatés au fur et à mesure pour ne pas l'oublier. Donc avec les personnes concernées. Donc ça, c'est un peu plus élaboré aussi. Donc on garde la trace à l'intérieur des unités de combat, la trace de ceux qui ont disparu. Et après, donc quelques années plus tard, on passe à on est grave sur la pierre. Donc on prend le temps d'apposer une stèle ou de faire un monument. Donc voici un certain nombre de la région. À Bron, ici, on a une plaque qui est dédiée aux aviateurs de 39-45 qui ont stationné à Bron, qui est au pied de la tour de contrôle. Ici, à Colombey-Saunieux, c'est donc un accident d'un maraudeur qui a raté son décollage, qui s'est écrasé après un décollage. Bon, les circonstances, ce pas des circonstances de guerre, c'était après la guerre. Non. Le 28 février, c'était encore la guerre, oui. Mais bon, c'est pas un tir ennemi. Enfin, C'est un accident. on a un accident, disons. Voilà. Et ensuite, ici, le monument est beaucoup plus récent. C'est dans le boulevard des droits de l'homme, à Bron, au carrefour des maraudeurs, une sculpture en métal de Joseph de Joux, qui était un peintre, qui était un de nos membres et un de nos fondateurs, voilà, qui représente à la fois un avion, un maraudeur et un avion. Donc des traces qui sont faites pour durer. Alors, sur le monument, vous voyez l'insigne des forces aériennes françaises libres, parce que le groupe Bretagne était seul, parce qu'ils avaient rallié De Gaulle, déjà il est créé en Afrique dès les années 40, 41, 42, il s'est formé, il a appuyé le Clair au Tchad, et c'est le seul qui faisait partie des forces aériennes françaises libres. Les autres étaient l'armée d'Afrique, ils ont rejoint la France combattante après le débarquement américain, pour le sud de la France. Voilà, d'autres stèles, mais celles-là, elles ne sont pas propres aux aviateurs, elles sont propres aux résistants. Hein. Il y a eu un certain nombre de combats
non pas dans Lyon, mais aux alentours de Lyon, entre les Allemands en retraite et les résistants qui les poursuivaient. Bon, et voilà, pour à Plusignan, ça s'est très mal passé pour les résistants. À Saint-Priest aussi, je crois. Enfin, voilà. Et donc, il reste des monuments à Saint-Priest, à Saint-Bonnet-de-Mur, sur l'Est lyonnais. Et puis donc, celui de Chassieux, Oui. qui a marqué la libération par un square. Ça doit être touré. Alors, à la tête des maquis et des résistants, on avait souvent beaucoup d'officiers français, notamment des mécaniciens qui étaient stationnés à Bron. Le plus célèbre, c'est Chambonnet, qui a été abattu par les Allemands en 1944, qui a donné son nom. Il y a Roman Petit qui a défilé à Oyonnax le 11 novembre 1944, c'était sous l'occupation allemande encore. Donc on a énormément de résistants aussi qui étaient dans les dépôts de Bron, qui ont regagné et dirigé la résistance. On va terminer sur un secteur un peu plus agréable, les illustrations sur les insignes qui ornaient les avions. Alors, on commence par la page de garde d'un album du groupe Alsace. Hein. Cette figure représente, vous voyez bien, l'aigle allemand, ici avec sa croix noire, la casquette, le bec très agressif, l'insigne nazi, les griffes, voilà. Et puis le preux chevalier français, voilà, qui vient le transpercer avec sa lance. Chaque escadrille était identifiée par un insigne. Alors, pour la reconnaissance, c'est un peu spécial, ils ont repris les insignes qui existaient avant. Les insignes des avions français sont nés en général pendant la guerre de 14-18. Ils ont été repris après. Donc, pour la reconnaissance, on a gardé ces insignes. L'un d'eux, c'était la hache, l'autre, la mouette. Ouais, voilà, différentes représentations de la mouette. Voilà. Donc, ça, pour la reconnaissance. Les suivants. Après, on va adopter donc, cette armée de l'air renaissante, née de l'amalgame de l'armée de l'air de Vichy et des forces françaises libres, va adopter les noms des provinces. Je pense que c'est une démarche patriotique pour dire on va reconquérir la France, on va réunir ensemble à nouveau toutes les provinces françaises. Donc les groupes de chasse portaient des noms de provinces. C'était pour les FAFL quand ils en parlaient à la BBC, les émissions de la BBC. Donc le général Vallin, patron des FAFL, il a plutôt que donner un numéro comme donnent les numéros les Anglais, pour que les Français s'identifient mieux les unités françaises, ils ont donné, c'est lui qui a décidé de donner les noms des provinces françaises. Donc voilà, on retrouvait donc les noms sur ceux des provinces françaises, les insignes restent les anciens insignes, en particulier la tête de Sioux. Voilà. Donc pour le bombardement, voilà, le nom des provinces toujours. Le Maroc était français. Le Maroc n'a jamais été français. Il était sous protectorat. Qui c'est qui a dit ça? Excuse-moi. C'est mieux placé que moi pour le savoir. Oui. Une affiche qui est bien de son époque, la libération, donc une femme qui soulève la pierre du tombeau, on peut le prendre comme ça. On peut aussi y voir le rôle de l'aviation qui, du haut du ciel, protégeait les troupes au sol. Voilà, on peut aussi y voir nous, les aviateurs, peuvent y voir cette interprétation. Voilà. En tout cas, ça rappelle que l'aviation qui a été fort décriée en 1940, les troupes au sol, les bifins disaient, mais où est l'aviation pour nous protéger? L'aviation française a beaucoup combattu en 1940, mais bon, enfin, s'il y avait plus de monde que nous, et des appareils plus modernes, cette aviation s'est rachetée en 1944, lors de la nouvelle bataille de France. En 1940, il y a eu 1000 victoires de la chasse française sur les Allemands. 1000 victoires, ce qui a permis de mettre pas mal d'avions et de pilotes au tapis, et ce qui a permis aux Anglais de gagner la bataille d'Angleterre, parce qu'il leur manquait des avions, il leur manquait des pilotes. Et on a dû rendre ceux qui étaient prisonniers pendant la France et aussi en Suisse, la situation. Donc on a rendu les prisonniers, mais ceux qui étaient blessés, les Allemands, pilotes allemands qui étaient morts et les avions qui étaient détruits, c'était autant de moins pour la bataille d'Angleterre.
Mes remerciements vont aux livres que j'ai pu consulter, en particulier il y en a un, Pilote français sur la vallée du Rhône, qui raconte au jour le jour toutes les opérations aériennes. Et j'ai une mention toute particulière pour ces deux livres, écrits par Maurice Rochet, dont le père avait appartenu à ces unités, qui est un ancien chasselan, mais il est décédé il y a quelques années. Ouais. Donc je pense à lui en faisant cette conférence. Et donc, elle n'aurait pas eu lieu sans l'appui de l'ONAC, qui nous a décerné le label Libération de Lyon, 80e anniversaire. La NORA est officier et sous-officier de réserve, donc ici est représenté par Alain Fornic, la SLADA. Et puis j'ai aussi puisé dans le site de Morgane, il était une fois chassieux. Et voilà, on terminera sur cette image qui représente un maraudeur en phase d'atterrissage sur l'aéroport, sur Bronchassieux. On le voit ici arriver au-dessus des 7 chemins, là. On voit ici les monts du Mont d'Or. Maintenant, il y a la boule du Mont Verdun ici. Il revient d'une mission en Allemagne, hein, il revient du Nord. Et voilà, Chassieux est ici. Voilà. Donc, le tableau, nous devons à M. Scotsesi, une personne que j'ai eu le plaisir de connaître, qui a été un ancien aviateur militaire. Voilà.